de Pleumeur-Vaudou, dans les Côtes-d'Armor, se trouve la presqu'île de l'Île Grande, également appelée Enesver en breton. Comptant aujourd'hui 800 habitants, elle se transforme l'été en petite station balnéaire tranquille. Malgré ses 2 km de long, c'est une terre chargée d'histoire, de traditions et de légendes. On y trouve une allée couverte datée de l'époque du Néolithique, qui abritait une chambre funéraire et un vestibule. Le plus surprenant à propos de cette île, c'est sûrement son supposé lien avec le roi Arthur. Selon la légende, il serait enterré juste en face, sur l'île d'Aval. Mais l'histoire la plus importante de l'île Grande, c'est celle des carriers. L'exploitation du granit l'a fait grandir et a façonné ses côtes. Qui étaient ces tailleurs de pierre ? Les carrières de l'île Grande se constituaient de 2 granites à grains fins, apparus il y a environ 290 millions d'années. À l'ouest de l'île, le bleu de l'île Grande, et au nord et à l'ouest, le granit blanc. Ils avaient l'avantage d'être très denses, sains et naturellement antidérapants. Il est difficile de dater le début de l'exploitation du granit sur l'île Grande, mais l'on sait grâce au registre qu'elle existait déjà avant la Révolution française. Le XIXe siècle marqua le début de sa réglementation. Le conseil municipal commença à taxer les tailleurs de pierre et à sanctionner les extractions sauvages. Des parcelles furent louées, les premières véritables carrières firent leur apparition et jouirent très vite d'une grande réputation. En 1836, on dénombrait 7 tailleurs de pierre sur l'île, un chiffre qui aura été multiplié par 4 près de 30 ans plus tard, avec 29 carriers, pour près de 434 habitants. C'est dès le milieu du XIXe siècle, et encore plus après l'arrivée des Normands en 1883, que le granit de l'île Grande a gagné en notoriété et a été exporté de plus en plus loin, répondant à différents types de commandes, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Il fournissait les bordures pour les bords de route et les trottoirs, et il fournissait les pavés, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, et toutes les routes qu'empruntent la course cycliste Paris-Roubaix actuellement. Une partie du granit île-grandais extrait dans les années 1850-1870 a également servi à construire les trottoirs et les pavés parisiens. Ernest Renan écrit en 1889 dans la Revue des Deux Mondes « J'ai vu dans mon enfance une île, l'île Grande, qui a maintenant presque disparu. C'est M. Haussmann qui l'a fait disparaître. Les masses de granit qui la composaient formaient à l'heure qu'il est les trottoirs des boulevards de Paris, construits sous le Second Empire. S'il est vrai que Paris a accueilli du granit de l'île Grande, l'île n'a pas disparu après son extraction et a d'ailleurs accueilli par la suite l'arrivée des carriers normands. Leur travail a même façonné l'île telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les carriers ont fourni la pierre pour construire l'église, l'hôtel où se fait la messe. C'est un bloc qui a été extrait des carrières de l'île Grande, qui a été offert par les carriers. C'était leur fierté aussi de donner comme ça. L'exploitation de la pierre se fait ici depuis près de 200 ans. Les carrières ne fonctionnaient que sur la côte, dans les parties submergées par la mer à marée haute. Puisque le mode d'extraction consistait à faire des petits trous dans la roche, à y insérer des coins de chêne sec et d'attendre que la mer monte. Et lorsque la mer le submergeait, les coins gonflaient et faisaient exploser la roche, qui était exploitée à la marée basse suivante. Ils étaient tributaires, ils n'étaient pas sûrs que le bloc allait casser comme il faut ou même allait casser. Le 15 février 1883 débarqua à l'île Grande Alexandre Godel, un carrier natif des îles Chausey, en Normandie. Il fut suivi 3 mois plus tard par son beau-frère, également carrier. Donc, mon grand-père, Casimir Belloir, est arrivé quelques mois après l'arrivée de son beau-frère qui s'appelait Alexandre Godel, qui lui aussi exploitait à Chausey. Pourquoi ont-ils choisi l'île Grande ? Parce qu'un ami douanier exerçait sa profession à l'île Grande et il a vu dans quelles conditions travaillaient les ouvriers. Ils étaient dans la grève, à travailler sur des rochers. Ils ne connaissaient pas le fil de la pierre. Et les Normands, donc, sont arrivés sur l'île Grande, mais pour exploiter la pierre, ils utilisaient, eux, ce qu'on appelle la barre à mine, qu'ils nommaient la chante perse, et qui permettait donc de faire des trous de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur pour y introduire de la poudre noire comme explosif. Et à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de la marée pour
utilisé les coins en bois, les carrières se sont déplacées sur l'île où elles pouvaient travailler en permanence. Et donc du coup les carrières ont occupé toute l'île, il y en avait une dizaine environ. Au départ ils étaient mal vus, hein. Mais bon, ils se sont acclimatés, ils se sont adaptés, ils se sont mariés à des îles grandaises. Et donc, ils se sont fondus dans l'île, hein. Ils avaient les mêmes métiers, donc ils parlaient de la même chose. Et donc pour finir, ils sont devenus îles grandais comme tout le monde, mais quand ils sont arrivés, oui, il y a 100 ans, ils avaient leur patois à eux. Mais comme ils étaient qu'une vingtaine par rapport aux 700 ou 800 habitants de l'île, c'était quand même en nette minorité. Donc il a bien fallu qu'ils adoptent les coutumes de l'île et pas les leurs. Et je te dis, en même temps, ils ont apporté la richesse, hein, parce qu'ils étaient autrement civilisés et développés que les gens de l'île. Hein. Mais à l'époque, l'île était une île. Il n'y avait pas de pont. Donc il y avait 2 routes, mais utilisables qu'à marée basse. Et donc, avec ma grand-mère, par exemple, parce que il y avait des choses qu'on ne trouvait pas sur l'île, les peintures, tous ces trucs-là, on allait à pied, à Trébernin, faire nos achats. Alors qu'à l'île, il n'y avait que de l'épicerie, quoi. Il n'y avait pas de fourniture autrement. Et puis donc, un des oncles, Alexandre Godel, a eu l'idée, lui, de faire un pont. C'est lui qui a entrepris le premier pont. Et donc, au départ, le pont, c'était un vrai pont, disons. Et puis, les gens d'après ont trouvé que c'était pas bien, donc ils ont fait une digue avec une grosse buse de 3 mètres de diamètre pour permettre à l'eau quand même de passer. Et du coup, ça a tout envasé, il n'y a pas eu de circulation d'eau. Et donc, du coup, le pont a été recassé au milieu et ils ont fait l'arche qui existe maintenant. Et donc, à partir du moment où il y a eu le pont, les camions, les charrettes avaient accès nuit et jour à l'île. Et après, on est devenu presque terrien. Mais on a toujours l'esprit quand même insulaire. Au fil des décennies, les carrières ont quitté les îles pour se concentrer sur le nord-ouest de l'île Grande. Les exploitations étaient plus ou moins grandes. Une des plus importantes, la société Watley, implantée à Castellerec, a employé jusqu'à 100 ouvriers. Chacun tenait sa carrière. Et donc il y avait le propriétaire, le chef d'exploitation, et il avait en général 2 équipes. Une doublette pour faire les pavés et une doublette pour faire les linteaux, les encadrements de portes et de fenêtres et les pierres de construction. C'est là que je te disais que certains faisaient une très bonne équipe et d'autres faisaient des mauvaises équipes. Parce que suivant comment le fondeur avait préparé son bloc, oui. Comme le paveur était à la pièce, il pouvait en faire plus ou moins. Parce que des fois, si le bloc était taillé un peu en travers, il fallait qu'il réajuste, il perdait son temps à façonner. Oui, oui. Alors que le gars qui lui avait bien fendu son bloc, il n'avait plus que 4 coups de masse à donner, le pavé était presque près d'avance. Voilà. Et comme ils étaient à la tâche, que c'était au nombre de pavés, ils avaient intérêt à éviter le plus possible. Le granit était fondu dans la grève et il y avait comme il n'y avait pas de grue, il y avait une chèvre, c'était 2 troncs croisés. Voilà, c'est ça. 2 troncs croisés. Et les ouvriers mettaient une chaîne autour du rocher qui était fixée sur un câble qui était remonté par un treuil qui se trouvait juste à côté de la chèvre. Quand le rocher arrivait en hauteur, à un mètre de haut sur le sol, il y avait un wagonnet qui se plaçait. Il plaçait un wagonnet sous le rocher, qui était posé sur le wagon et qui partait sur des rails dans l'endroit désiré. Quand ils étaient dans les carrières, pour amener la pierre,
Certains d'entre eux utilisaient la méthode que les Égyptiens utilisaient pour les pyramides. Les blocs, ils ne pouvaient pas les trimballer, ils ne pouvaient pas les transporter. Alors certains étaient gros et il fallait les travailler sur la terre. Et ils ne pouvaient pas demander des charrettes d'aller à 3 km dans les îles de derrière là-bas. Et donc ils avaient des barques, des grandes barques à fond plat. Et donc ils se positionnaient, quand la mer recouvrait le bloc, ils avaient préparé des câbles autour du bloc, ils se positionnaient au-dessus du bloc et ils l'amarraient au-dessus du bateau. Et donc le bateau soulageait le bloc et il le ramenait comme ça au bord de l'île. Sinon, ils ne pouvaient pas les exploiter. Il y a eu un petit train qui allait de la carrière Roïc, qui était la plus grande des carrières, donc la LPO, mais non, c'était les bâtiments d'exploitation, et qui allait donc jusqu'au port, sur le quai. Parce que certains chargements, au départ, quand il n'y a pas eu les cargos, avant les cargos, les goélettes avaient besoin de beaucoup moins d'eau. Elles flottaient tous les jours, ou presque, quoi, hein, parce que c'était des coques en bois, et donc ils avaient besoin de quoi, 3 mètres de profondeur, que les cargos avaient besoin de 5 ou 6 mètres. Hein. Et donc du coup, le petit train chargeait les pavés et les pierres, et il faisait un tas sur le quai qu'il y a maintenant au port. Et la goélette se mettait le long du quai pour charger. Mais lorsque les goélettes ont disparu et que donc les bateaux sont devenus à moteur, et que ça a été des cargos, les cargos ne pouvaient pas accoster. Il n'y avait pas assez d'eau le long des quais. Et donc il a fallu changer de méthode et faire les tas de pavés. Le commanditaire était les carrières de l'ouest de Saint-Malo. Et mon grand-père était le gérant des carrières, François Belloir. Et donc il a géré les carrières pour les carrières de l'ouest de Saint-Malo. C'est lui qui recevait les commandes de pavés et qui répartissait donc les commandes entre toutes les carrières de l'île. Et lorsque le total atteignait 240 tonnes, il faisait venir le cargo de Saint-Malo un jour de grand coefficient de marée pour faire le chargement. Et le chargement, pour pouvoir le faire, on mobilisait toutes les charrettes, tous les cultivateurs de la commune de Pleumeur, qui donc passaient dans les carrières, chargeaient les pavés, et ils étaient déposés sur un banc de sable à l'entrée de l'île Grande pour en faire une espèce de grand quai. Et le cargo donc s'échouait contre le tas de pavés, et dès qu'il était échoué, toutes les forces masculines de l'île étaient mobilisées pour charger le cargo, donc pavé par pavé. Et donc le cargo, une fois chargé, à la marée haute, repartait vers où avait lieu la commande, suivant la ville où il était destiné. Quand le trou n'était plus exploitable, il fallait qu'il prospecte ailleurs. Mais la pierre de dessus est une pierre qui est désagrégée déjà, qui est pourrie, disons, qui part en miettes. Donc il fallait déjà qu'il commence par dégager toute la surface de la mauvaise pierre avant d'atteindre la bonne roche. Et il n'était pas sûr de trouver un bon filon. Ça pouvait être une pierre rouillée ou de mauvaise couleur ou qui était fendue. Donc il pouvait entreprendre un travail énorme pour préparer l'exploitation et finalement n'avoir rien. Donc il fallait qu'ils aillent tenter leur chance à côté. Et ça pouvait faire 2, 3 essais avant de trouver un bon caillou. Et donc un certain, du coup, ça valait plus la peine. Hein. La pierre n'était plus compétitive avec les pierres chinoises. Et donc le comble, c'est que l'île Grande, par exemple, toutes les bordures de route de l'île Grande sont faites avec du pavé chinois. Le béton est arrivé, donc toutes les villes, les immeubles ont été faits en béton, les bords de route ont été faits en béton. Donc il n'y a plus besoin de pierres de construction. Et donc, et eux n'avaient pas les outils, les machines pour faire des plaques, puisque maintenant c'est ça, quoi. Là, les maisons sont faites en parpaing. Et sur le parpaing, on pose une plaque de granit de 2 cm d'épaisseur pour faire croire que c'est de la pierre de taille. Mais pour ça, il faut des machines, des scies spéciales, des diamants. Il n'y avait plus de commandes. Les carrières de l'Ouest ont fermé, d'ailleurs, ont arrêté. Hein.
Les gars ont essayé de trouver d'autres emplois, quoi, mais c'était pas facile. Hein. De cette grande période d'exploitation du granit, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On voit tout le long de la côte, on voit les pierres qui ont été fendues et les traces des coins et des barres à mines qui ont servi à casser les blocs. Les traces des anciennes carrières, certaines subsistent, d'autres ont été comblées. Il y en a 2 qui ont été remplis avec le mazout de la Moco Cadiz et du Torrey Canyon et qui ont été comblés après, quoi. Là, on voit les traces des coins, tous les 10-15 cm. Et une fois qu'ils ont été placés, ils envoyaient un grand coup de masse sur le haut ici et le bloc cassait. Mais il n'a pas cassé droit. Il a cassé en arrondi. Hein, il disait que ça faisait un ventre. De temps en temps, tu vois, il y a des veines de quartz et d'améthyste. Par grande marée, il y a une veine d'améthyste à l'île Brûlée. Et les îles Grandais, ils allaient avec un burin enlever des blocs et ils les vendaient. Là, par contre, tu as l'exploitation moderne. Et là, il y avait un grand bloc. La tête qui est côté terre, là. Le grand trou qui est là, c'est de la pierre qui a été enlevée. Tout l'estampe, c'est la carrière de mon parrain, là. Alexandre Belloir, qui était donc exploitant, quoi, chef d'exploitation. Quand le frère de mon grand-père, Zacharie Belloir, est parti en retraite, a cessé d'exploiter. Et donc ils étaient 4, donc il y avait mon parrain, et puis trois autres ouvriers. Il n'y a pas eu d'extraction ancienne, si tu veux. Ils travaillaient déjà à la barre à mine et à l'explosif. Donc là, tu vois les abris. Ça a été l'auberge de jeunesse à un moment donné. Après, eux ont utilisé ça, donc ils avaient des toits de tôle. Et ils travaillaient la pierre en dessous. Et donc ça a été démoli. C'est plus ou moins en ruine parce que les Allemands avaient un poste de surveillance avec un canon à la pointe là-bas. Ils tiraient au canon dessus pour s'entraîner. Être carrier à l'île Grande, c'était également vivre avec des traditions, à la découverte de leur quotidien et de leurs coutumes, dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Il y avait 4 ou 5 grandes familles, hein, mais les 4 ou 5 grandes familles n'en faisaient qu'une seule. Tout le monde était solidaire, tout le monde vivait et mettait en commun. Il n'y avait pas d'écrit, c'était la parole donnée. On autorisait un passage, on autorisait à faire un trou, on autorisait à creuser une fenêtre pour arranger les gens. Et donc l'île était gérée par des femmes. C'était les femmes qui géraient l'île, qui faisaient les travaux agricoles, qui allaient à la marée ensemble, qui travaillaient ensemble. Ma grand-mère, à l'hôtel, n'employait que des veuves de marins. Non, c'était tout en commun, ils allaient tous ensemble ou presque. Elles faisaient les pommes de terre nouvelles sur l'île. Ils allaient à la crevette, aux ormeaux. Et autrement, alors il y avait des coutumes, des règles dans l'île. Il n'y avait pas de nom de rue ni de numéro. Et donc, toutes les maisons devaient être baptisées, porter un nom. Alors, dans l'année, ça ne prêtait pas à conséquence, puisque le facteur connaissait tous les habitants de l'île, et donc les courriers, ils savaient qui c'était. Mais comme toutes les maisons étaient louées en juillet et août, l'argent servait à vivre pour tout l'hiver après. Et donc les gens allaient habiter dans le garage ou dans une petite cahute qu'ils mettaient dans leur jardin et ils laissaient la maison à la disposition de leurs clients. Il fallait donc que toutes les maisons aient un nom, parce que pendant les 2 mois d'été, ces gens-là qui recevaient du courrier, personne ne les connaissait. Donc le facteur ne savait pas, et donc sur les enveloppes, c'était pas monsieur ou madame Intel, c'était le nom de la maison qui était marqué. L'île Grande a toujours adoré s'amuser. Tout est motif pour faire la fête. Et la principale fête, c'était les mardis gras. Et donc, les gens se déguisaient, on appelait ça les masclos. Et donc, toutes les maisons, la semaine de mardi gras, ça durait 3 jours. La coutume voulait que tous les gens fassent le tour des maisons de l'île pour se montrer. Et le jeu consistait donc, pour dire que la maison pouvait les accueillir, il y avait une lumière, une bougie ou une lampe de pétrole qui était mise à la porte. Et le jeu consistait à essayer de deviner qui était sous le déguisement.
Et ben ils mettaient les hommes se déguisaient à la rigueur en femmes et ils mettaient un masque, un chapeau, des perruques, des gants. Si c'était un carrier, ils mettaient des gants parce que aussitôt autrement rien qu'à voir ses mains, on devinait que c'était un carrier et après par élimination, on devinait qui c'était quoi. Hein. Mais bon, c'était l'amusement, le plaisir à l'île Grande. Donc il n'y avait au départ que des îles Grandais, avec deux grands groupes, le groupe des carriers et le groupe des marins. La plupart des marins étaient dans la marine de commerce, avec la plupart d'entre eux une spécialité. Il y avait très peu de matelots. Et donc il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui embarquait à Marseille pour faire les liaisons maritimes avec l'Indochine. Et un autre groupe qui embarquait au Havre pour faire les liaisons transatlantiques, donc avec l'Amérique, les Antilles et le Brésil. Et la plupart d'entre eux, donc, étaient ou dans les machines, ou étaient garçons de salle, responsables du mess des officiers, serveurs, maîtres d'hôtel. Ils étaient beaucoup dans la restauration, disons. Et du coup, ils étaient absents donc 3 ou 4 mois, mais avaient des salaires et un autre niveau de vie que les carriers de l'île. Donc il y avait une nette différence dans les façons de vivre. En plus, comme ils naviguaient beaucoup et qu'ils étaient à l'étranger, ils voyaient des modes de vie totalement différents. Et ils vivaient, on peut presque dire, dans le luxe, quoi. Et donc, quand ils revenaient à l'île Grande, ils redevenaient île-grandais, ils reprenaient les habitudes île-grandaises, mais avec plus de moyens que les habitants qui restaient dans l'île. Et en plus, comme ils naviguaient, ils ramenaient avec eux des objets que l'île Grande ne connaissait pas. Et donc, ils ramenaient beaucoup de costumes en soie, des vélos de course, des fusils, des accordéons, des objets qu'ici, ça n'existait pas. Et puis ensuite, donc, l'île a évolué, il y a eu la construction du radome, il y a l'identique en face, à côté de New York quelque part, et donc il y a eu la liaison satellite de téléphone entre le Plumeur-Bodou et l'Amérique. Mais il a fallu construire le radome et toutes les antennes, et ça c'était une spécialité des Américains. Et donc il est arrivé plein d'ingénieurs, plein de techniciens qui n'avaient pas encore du tout le même mode de vie. Et donc eux, comme ils ont été là quand même plusieurs années, certains d'entre eux, il fallait bien qu'ils s'occupent. Ils avaient des sous, alors eux, à ne pas quoi savoir en faire. Hein. Et donc sont apparus dans ce cas-là, à ce moment-là, les boîtes de nuit et les dancing. Et donc il y a eu quatre boîtes de nuit, pas sur l'île, mais à la limite de l'île, et dont il reste que les chandelles. Et donc, comme ils avaient des pouvoirs d'achat énormes par rapport à ici, tout a augmenté. Alors, ensuite a été construit le plateau technique de téléphonie à Lannion, avec Alcatel. Donc là sont arrivés par contre des techniciens et des ingénieurs de Paris, qui ont été nommés sur Lannion, et qui à ce moment-là ont acheté ou ont construit sur l'île. Mais du coup, quand ils ont construit leur maison ou acheté des terrains pour construire des maisons, les prix ont presque doublé. Et puis donc ensuite, l'île est devenue station balnéaire cotée, et donc du coup là, les prix ont flambé. Et donc à ce moment-là, ce sont des chirurgiens, des avocats, des grands médecins, d'une vie, disons, toute simple, avec des moyens rudimentaires. On est passé, disons, en 50 ans à une autre époque. Et donc, du coup, la station est devenue balnéaire avec encore un autre mode de vie. Et donc, le mode de vie île-grandais et les coutumes île-grandaises, elles existent à partir de l'automne, à partir du mois d'octobre. Il va rester 500 ou 600 habitants sur l'île qui vont reprendre leur vie habituelle. Aujourd'hui encore, les maisons continuent de se construire, mais les terrains constructibles se font de plus en plus rares, et le prix de l'immobilier continue de grimper. L'île Grande est victime de son succès, mais également victime de la nature.
À chaque tempête, le sentier des douaniers qui fait le tour de l'île recule. Après l'exploitation du granit, c'est le temps qui façonne le visage de l'île.